C'est toujours à 2 minutes de la fin qu'on se rend compte à quel point l'échéance est criante et à quel point il faut justement trouver les bonnes solutions. Donc, Green Cross, c'est une association qui a été créée par Mikhail Gorbatchev suite au sommet de Rio en 92, parce qu'il avait vu 146 chefs d'État qui déjà étaient mobilisés face à l'urgence climatique et écologique. Je crois d'ailleurs que Bettina était présente à Rio en 92, et il avait été très très sensibilisé, visionnaire, pragmatique, dans l'idée que si on n'agissait pas concrètement face à l'urgence écologique, et notamment sur des questions aussi essentielles que celles de l'eau et de l'alimentation, on allait avoir un sérieux problème de transition ou de transformation sereine, et que pour agir, bien sûr, l'action des représentants des États était essentielle, mais il fallait avoir aussi une organisation, et c'est la nôtre qui, avec ses petits moyens, progressivement tente de jouer ce rôle, qui sur le terrain vise à fédérer, à mettre en réseau les initiatives concrètes de ceux qui avancent pour être dans des plaidoyers qui soient des plaidoyers de l'action et qui ne soient pas des plaidoyers hors sol. Et là, j'avais tendance à dire ce qu'on a appris avec ce ou ces nouveaux paradigmatiques. D'ailleurs, je ne sais pas s'il faut mettre des S ou des X, mais en tout cas, le sujet nécessite de ne pas tergiverser et d'aller droit au but. C'est que sur les quelques années qu'on a vécues, tous les garde-corps sont progressivement en train de sauter. Et on est dans un état d'urgence climatique et écologique. Et quand on est dans un état d'urgence, ce n'est pas le moment de s'exciter en dehors du terrain de jeu, mais c'est le moment de savoir par quoi on commence et de déterminer très très clairement quelles sont nos priorités d'action et quelles sont nos priorités de vie. Sur les priorités de vie, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais avec le Covid, on a beaucoup appris. On a appris en particulier que ce qu'on en pensait immuable par le passé pouvait être remis en cause du jour au lendemain. Notre rapport à la vie, notre rapport également au travail, notre rapport aux ressources, bien sûr, mais aussi notre rapport au temps. Au passage, petite info, l'espérance de vie en bonne santé pour une génération de trentenaires ou de quarantenaires ou de cinquantenaires se prend 4 ans à 5 ans de moins dans un pays développé comme la France que l'espérance de vie en bonne santé d'un soixantenaire aujourd'hui. Ça doit nous inspirer quelque chose sur l'importance de reparler qualité de l'air, de reparler santé, de reparler biodiversité. Et paf, ces sujets arrivent aussi dans les thématiques de mix énergétique, qui n'est plus un mix énergétique productiviste comme on l'a vu sur effectivement ce qui a fait une grande partie du XXe siècle et qui a commencé aux années 2000, mais qui est un mix énergétique sur la question de la résilience. Et ben, là, c'est le moment de prendre une photo et de se regarder. Qu'est-ce qui s'est passé entre notre 9e et notre 10e édition ? Tout ce que je viens de dire. Et dans le même temps, les pays riches ont doublé leurs aides aux énergies fossiles en 2021 et sont passés de 362 milliards à 697 milliards. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. C'est vrai. Deuxième gros sujet, le Haut Conseil pour le climat, le 29 juin, qui nous redit, donc on est avec des gens dont la parole est très sereine et très policée. Il y a un risque majeur de ne pas atteindre les objectifs climatiques en France en 2030 et par ailleurs que l'inaction climatique jusqu'à maintenant observée au niveau national, même si effectivement on a vu des engagements, on a vu des initiatives, etc., n'est pas raccord en termes de moyens par rapport à cet objectif. Et il insiste sur le fait que les conséquences de ne pas atteindre cet objectif, on va le percevoir sur notre santé et sur notre mode de vie. Est-ce que le droit peut être un outil par rapport à ceci ? J'ai la faiblesse de penser que oui, parce qu'on a un arrêté du Conseil d'État du 19 juillet de cette année au sujet de la montagne d'or, qui nous rappelle, donc en parlant de la Guyane, mais ça s'applique au moins sur tout le territoire français, que la charte de l'environnement a valeur constitutionnelle et que ça doit être examiné de manière prioritaire par rapport à tout le reste. Je ne suis pas juriste, je ne m'exprimerai pas plus sur ce sujet, si ce n'est pour dire que la Déclaration des droits et devoirs de l'humanité
l'humanité, et encore plus qu'il y a 5 ans où elle a été initiée, un outil très très opérationnel pour contribuer à cet état d'urgence climatique, énergétique et humain et arriver à aider à construire le monde d'après, et qu'on a vraiment besoin de changer de priorité, de changer d'outils et de changer de braquet. L'enjeu de ceci, c'est aussi que quand on était en 92, Severn Kodai Suzuki, la petite fille qui disait « nous sommes ce que nous sommes en train de faire », nous disait « on va alerter et on va obérer la capacité à vivre des générations futures ». Là, ce sur quoi on est en train de jouer maintenant, c'est la capacité à vivre de manière sereine et en bonne santé, non pas des générations émergentes et des jeunes actifs, y compris elles, mais aussi des générations d'actifs. Et par rapport à ceci, et je veux aussi partager un certain nombre d'enthousiasmes, on est dans le temps des solutions. Les solutions, elles sont sur la table. Petite page de pub, je n'écris pas pour passer le temps, mais comme beaucoup d'autres, je suis en train d'écrire d'ici en décembre un bouquin qui s'appelle « Plaidoyer pour un monde plus durable » et qui va aussi sortir avec une petite moitié sur le constat et une grosse moitié sur les solutions. Mais on sait ce qu'il faut faire. La perception de la situation, elle est très holistique, c'est-à-dire que les problèmes d'eau, d'énergie, d'alimentation, de mode de vie, c'est les mêmes et les solutions aussi. Et ça se passe sur les territoires. Parle-nous de l'IFU, parce que c'est... Voilà, ça... Mais l'IFU, c'est une illustration parmi d'autres. Le congrès de Nouvelle-Calédonie, on avait marre de voir l'eau monter progressivement et des problèmes d'atteinte aux traits de côte s'opérer quotidiennement. J'ai commencé en retard, donc je terminerai un tout petit peu en retard sur des îles comme celle d'Ouvéa, île la plus proche du paradis, mais aussi île dans le grand empire français qui risque d'être submergé le plus rapidement possible par les effets du dérèglement climatique. Et il y a 3 ans, une politique a été mise en place pour viser le 100% énergie renouvelable hors solution de mobilité et de transport. Ça a été atteint en 2021 sur l'île de l'IFU avec le contexte Covid que l'on connaît. Donc on sait qu'on peut le faire à l'échelle d'une île qui a une dizaine de milliers d'habitants par des solutions qui sont déconcentrées, diversifiées, décarbonées, démocratiques et qui ont été co-construites avec les habitants. Là aussi, le fait d'avoir le Congrès de Nouvelle-Calédonie qui reconnaisse par un vœu voté à l'unanimité l'urgence climatique et écologique a aidé considérablement à changer le braquet et à définir les bonnes priorités. Et c'est une illustration parmi d'autres que le temps des énergies renouvelables et diversifiées est déjà là. Robert Bell nous a fait une brillante présentation pour nous expliquer comment avancer et comment avoir des systèmes fiscaux et des systèmes de gouvernance qui dopent l'économie. Amory Lovins, autre grand penseur américain, nous disait « le temps de l'énergie renouvelable est déjà là, peut-être que vous l'avez raté ». Et des fois, quand on se regarde avec les yeux français, on se demande si on n'est pas passé à côté de quelque chose, en particulier au niveau national. Parce que le fait que le 26 août, on ait payé plus de 1 000 € le mégawattheure à consommer pendant l'hiver 2023, eh bien ça, on est un petit peu les seuls en Europe et c'est 2 fois ce que paye l'Allemagne ou ce que payent d'autres pays qui ont plus anticipé leurs efforts de résilience territoriale, notamment au niveau des Länder et au niveau des économies locales. Quand on se rend compte effectivement que comme le Club de Rome nous l'avait annoncé, on va avoir des problèmes d'eau sur tous nos fleuves et qu'entre les problèmes de maintenance, la perte de compétences sur le nucléaire et l'incapacité à opérer les centrales, on se retrouve avec 26 réacteurs arrêtés, évidemment, ça ne facilite pas les choses. Par contre, on a des parcs diversifiés sur le solaire, sur l'éolien onshore et offshore, et on se rend compte qu'au final, être capable de posséder et d'avoir la maîtrise technologique sur des petites solutions de production d'énergétique, ça a un certain nombre de bénéfices, et qu'on ne peut plus rester dans le mythe de la France du nucléaire, du Minitel et du Concorde, qui s'est déjà écroulé avec le film d'Amélie Poulain et qui est resté dans les mémoires, mais qui ne correspond à aucune réalité opérationnelle, comme les dysfonctionnements des EPR en Finlande nous le rappelaient cruellement ce matin, oui. Mais que dans le monde d'après, il faut savoir
savoir prendre ses pertes, savoir que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et arriver à reconquérir, je ne fais aucune allusion à un groupe européen dont j'espère qu'il s'inspirera de ces propos, et à aller rechercher quels sont les points de résilience sur lesquels on peut construire quelque chose. Et là, je vais terminer par un cri d'alerte. Quand on est en train d'utiliser l'argent public qui est disponible pour faire des subventions à la consommation d'énergie fossile, d'une part, on ne respecte pas les textes internationaux, mais d'autre part, on est en train de dilapider un capital précieux, ou plutôt que de donner l'illusion d'un prix à la pompe pas cher parce qu'on a en fait capté sur le budget qui devait financer la transformation écologique de notre économie 20 ou 30 centimes par litre, on a tout intérêt à investir pour aller beaucoup plus rapidement dans la transformation de demain, des plans de relance comme ce que la Caisse des dépôts a eu l'occasion de faire, qui a donné lieu à un certain nombre de villes labellisées, vont dans cette direction-là. Il faut aller plus loin et ne pas oublier que quand on a l'impression de donner une subvention en fait en fonctionnement sur des énergies fossiles, on est en train de donner un coup de couteau dans le dos à tous ceux qui ont déjà fait le choix de la sobriété énergétique et de rentrer dans le monde d'après. Toute petite remarque pour nous interpeller sur le sujet, j'en terminerai là-dessus. Nicolas. Si on ne subventionne pas les carburants, on sera capable de reconquérir une production agricole en France qui fournira une nourriture de meilleure qualité, moins sensible à l'aléa climatique, moins carbonée. Et je termine Nicolas. sur ce mot-là, mais ça montre bien à quel point la vision et les solutions sont systémiques et existent. Et je vous donne rendez-vous pour le bouquin en décembre.